Salut les voyageuses et les voyageurs des livres! Allez, on lance Arirang, cette fameuse musique que tous les Coréens et Coréennes connaissent. On enfile un dobok, on ouvre un pot de kimchi et nous voilà prêtes pour un voyage en Corée du Sud. Aujourd'hui, je vais vous parler de 3 livres et de 3 recettes. Donc, on va devoir passer vite sur la présentation du pays, mais pas d'inquiétude, je vous donnerai plein d'idées de reportages si vous voulez en apprendre un peu plus. Tout sera précisé en description. L'histoire de ce pays d'Asie de l'Est remonte à des millénaires et a l'air absolument fascinante. Hélas, ça serait trop long à expliquer, donc je vous laisse avec Nota Bene par ici ou avec Korea Dash par là, qui sont bien plus calés sur le sujet que moi. Quant à l'histoire moderne, les 3 livres que je vous présente juste après en parlent, donc patientez un peu. De par son histoire et sa géographie, la Corée du Sud est un pays de contraste. Entre mer et montagne, entre tradition et avant-gardisme, de son prix Nobel de littérature Hankang en passant par la K-pop et les manhwas, ce pays a de multiples facettes. Manque de chance, une crise démographique sans précédent risque de mettre à mal l'économie du pays et la société dans les années à venir. Et cette fois, c'est Kurzgesagt qui détaille tout dans cette vidéo. Kurzgesagt! 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 Oh là là. Enfin, ça n'empêche pas les Coréens de rivaliser d'imagination pour pas se laisser abattre. Par exemple, ils ont des rage rooms où, après une journée de boulot stressante, ils peuvent aller casser des trucs. Moi, si je devais faire une rage room, elle aurait plein de bibliothèques et plein de livres. Oh non! Un casque et une batte de Non! baseball. Je rends aux fiançailles si tu dis des choses méchantes, comme ça. Ou encore, ils vont prendre des bains de forêt, se plaisant à faire des câlins aux arbres. J'ai testé et j'avoue, c'était pas mal. Ils ont aussi un musée des toilettes parce que, pourquoi pas? Il y a bien un musée des phallus en Islande. Il est maintenant temps de vous présenter les 3 faits inutiles mais fun pour briller en soirée. 1. Le parc d'attractions de Séoul, nommé le Lotte World, est le plus grand parc à thème couvert du monde. Il a été ouvert le 12 juillet 1989, peut-être pour célébrer la naissance de John, quelques jours plus tôt. Ou peut-être pas. 2. C'est la Corée du Sud qui connaît le taux le plus élevé par habitant de chirurgie plastique. 3. Au nord de la Corée du Sud, il y a la Corée du Nord. Incroyable! N'est-ce pas? Moi, je pensais que la Corée du Nord, ce serait au sud de la Corée du Sud. C'est un concept, c'est à tester. Suite à ces faits édifiants, je vous propose qu'on remonte un peu dans le temps et qu'on aille en 1910 avec le premier livre. J'ai lu Pachinko de Min Jin Lee et c'était une excellente découverte pour tout plein de raisons. Dans cette fresque familiale qui s'étend de 1910 à 1989, l'autrice nous raconte l'histoire d'une famille coréenne sur plusieurs générations. Si une partie du roman se déroule en Corée et plus particulièrement à Yeongdo, une île non loin de Busan, la majorité se passe finalement au Japon. Attends, tu lis un livre coréen qui se passe au Japon. Et pendant ce temps, tu regardes un animé japonais qui se passe en Chine. Donc il reste plus qu'à trouver un truc chinois qui se passe en Corée et tu auras bouclé la boucle. Oui, c'est pas faux. En tout cas, je vous rassure, ce livre n'est pas hors sujet pour autant. En effet, cet exil au Japon se fait durant la période d'occupation japonaise qui a duré de 1910 à 1945. Et donc, le roman met en exergue la place des Coréens au Japon, et croyez-moi, ça fait pas rêver. Malgré le côté historique, le roman est très centré sur les personnages. On suit chaque étape de leur vie, chaque difficulté rencontrée. Et c'est au travers de leur histoire personnelle qu'on découvre la grande histoire, avec notamment l'occupation japonaise et la Seconde Guerre mondiale. J'ai beaucoup apprécié cet équilibre et je me suis énormément attachée aux personnages, tout particulièrement aux femmes de la famille. J'ai en revanche été un peu gênée par certains termes qui ne sont pas traduits ou expliqués, comme par exemple le terme pachinko, qui est tout de même le titre du livre. Même si on finit par comprendre ce que c'est, j'ai dû faire des recherches pour bien comprendre et visualiser ce que c'était.
Attends, mais si le mot que t'as pas compris, c'est pas chinko, c'était quoi le mot? Si c'est pas chinko, c'est quoi? Oh. C'est chinko. Moi non plus, je connais pas chinko. Mais c'est Chinko peut-être. C'est pas chinko. C'est pas C'est chinko. quoi alors? C'est Chinka peut-être. Mais mis à part ce petit couac, j'ai vraiment adoré ce roman et j'ai ressenti une vraie tristesse à laisser la famille derrière moi en refermant le livre à la fin. Côté trouillomètre, c'est du 1 sur 5, même pas peur. Il y a assez peu de violence brute, mais des thèmes difficiles sont abordés comme le suicide ou des mutilations. Et d'ailleurs, ce roman a été adapté en série qui est disponible sur Apple TV+. Et non, cette vidéo n'est pas sponsorisée par cette plateforme. Dommage. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que dans ce livre, le kimchi a une place importante pour la famille à un moment donné de l'histoire. Et du coup, comme c'est le mets national, j'ai décidé d'en préparer moi aussi. Le kimchi, c'est du chou chinois lacto-fermenté, plus ou moins épicé. Et vous vous rappelez, dans la dernière vidéo, je vous disais ça. On va donc découvrir ensemble le pays, mais aussi une ou deux lectures coréennes et quelques idées de plats à cuisiner. Spoiler alert, j'ai loupé un des plats. Eh ben oui, c'est le kimchi que je pensais avoir loupé. Car déjà, n'ayant pas trouvé de chou chinois, j'ai utilisé du chou rouge. Et n'ayant pas trouvé de nyokmam, j'ai utilisé du maquereau mixé. Ouais, on fait ce qu'on peut, hein. Et donc, quand j'ai ouvert le bocal et goûté, après 3 jours de lactofermentation, j'ai trouvé ça burk. Notez que j'ai jamais mangé de kimchi de ma vie, donc j'avais aucun point de référence. Mais il y a eu un petit retournement de situation depuis, et je vous en parle après le livre suivant. Kimchi. Kimchi. T'as un problème avec ma prononciation de kimchi peut-être? Ce Un mois, un pays tombait à pic, car le dernier prix Nobel de littérature a été attribué à une sud-coréenne, Han Kang. Et d'elle, j'ai donc lu Celui qui revient. Dans ce roman, l'autrice aborde un événement historique assez peu connu des Européens, et il s'agit de la révolte de Gwangju, survenue en 1980 où les étudiants se sont soulevés contre le régime autoritaire en place. Car oui, il y a eu l'occupation japonaise à partir de 1910, puis la Seconde Guerre mondiale avec la fin de l'occupation en 1945. Mais l'histoire coréenne ne s'est pas arrêtée là. Ensuite, il y a eu la guerre de Corée de 1950 à 1953 qui a abouti à la séparation des deux Corées qu'on connaît encore aujourd'hui. Mais c'est pas tout. Car oui, suite à ça, la Corée du Sud s'est retrouvée avec un régime totalitaire et à partir de 1969 avec la dictature de Park Chung-hee. Yay! Tout ce qu'on aime. Plusieurs soulèvements populaires en 1980, dont la révolte de Gwangju, ont mis fin à cette dictature. Dans Celui qui revient, Han Kang nous raconte le destin des victimes à la fois de la révolte, mais aussi du régime dictatorial d'alors. J'arrive pas à dire si ce roman choral m'a plu ou non. En fait, j'ai bien aimé découvrir l'aspect historique à l'échelle de la vie des gens, mais en même temps, c'était un sujet complexe, car l'autrice ne nous détaille pas le contexte. J'ai encore dû faire des recherches par moi-même. Et le plus difficile, c'était que les personnages n'étaient pas toujours bien situés les uns par rapport aux autres, et du coup, j'étais souvent perdue. En effet, chaque chapitre aborde un nouveau personnage lié au précédent, mais c'était pas toujours très clair. Par contre, pris indépendamment, chaque histoire avait une puissance particulière. Côté style, c'était à la fois poétique, métaphorique, mais en gardant certaines scènes très nettes. Et notamment certaines scènes de violence ou de cadavres étaient décrites de manière hyper graphique dans une sorte de clarté morbide. Et hélas, j'ai encore certaines images gravées dans la rétine. Pour cette raison, je mettrai le trouillomètre à 2 sur 5, même si ça fait pas vraiment peur en soi. Pour en revenir à la nourriture, dans ce roman, un des personnages mange du kimbap. Ce plat ressemble à un sushi, mais est parfois préparé avec de la viande ou végétarien. Hélas, j'ai pas trouvé de feuilles d'algues, donc j'ai décidé de faire un autre plat emblématique qui rime avec kimbap, et j'ai cuisiné du bibimbap. Et c'était trop bon! Le bibimbap est composé de riz et d'une variété de légumes préparés, le tout accompagné d'une sauce pimentée coréenne. Et sans oublier le kimchi, bien évidemment. Pour ma part, j'ai cuisiné une version avec des épinards, du concombre à la place des germes de soja, des carottes et du bœuf haché. L'assaisonnement à base d'huile de sésame et de sésame grillé rendait le tout très savoureux. Et figurez-vous que John a osé!
mettre mon kimchi loupé dans son plat. Et en fait, c'était délicieux. Donc il était peut-être pas si loupé que ça, mon kimchi. Wouhou! Lactofermentation! Je n'y attendais pas à celle-là. Le bibimbap, c'était vraiment trop bon. Comme j'avais pas de gochujang, c'est la sauce pimentée coréenne. Ah, le gochujang. Le gochujang, exactement. Comme j'avais donc pas le gochujang, j'ai créé ma propre sauce à base de concentré de tomates, de flocons de piment et d'huile de sésame. Et ça a largement fait le job. Je vous mets la recette d'origine en description, avec celle du kimchi notamment. Avant de vous conseiller un dessert savoureux, je souhaitais aussi vous parler d'un autre livre. Il s'agit de Kim Ji-young, né en 1982, de Cho Nam-jo. C'est un roman qui parle de la place des femmes en Corée du Sud, des années 80 à nos jours. J'ai déjà parlé de ce livre dans cette vidéo. Je trouve qu'il complète bien le panel de livres, donc je vous le conseille. Et comme promis, voici un dessert coréen, le hot tok. Hot tok! Cette sorte de crêpe fourrée est un plat populaire de street food. La pâte est très facile à réaliser. Quant à son cœur, il est fourré au miel, au sucre brun, aux cacahuètes et à la cannelle. Une cacahuète. C'est simple, mais c'est si bon. Je vous conseille de les manger tout juste sortis de la poêle pour plus de moelleux et un cœur coulant. Et vous brûlez la langue. Notre voyage en Corée du Sud se termine et il est donc l'heure de tirer au sort le prochain pays. Le prochain, le prochain, le prochain, le prochain, le prochain. La foule est en délire. Ouais! Tu triches pas, hein? Non, je ferme les yeux et j'utilise le doigt innocent. C'est toujours le même. Il n'a pas encore été corrompu. Alors, où est-ce qu'on va partir le mois prochain? Nous partirons au Honduras. Et on apprendra si on dit Honduras ou Honduras. Et où c'est aussi? J'ai aucune idée d'où c'est. Je dirais que c'est en Amérique du Sud. Ouais, je dirais ça aussi, mais je suis pas sûr. Hein. Montre-le à la caméra un peu. Tu te rapproches beaucoup. Plus proche. Ah! Ouh, vivement la fin. Merci beaucoup d'avoir visionné ce Un mois, un pays. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir celui sur l'Arabie Saoudite qui est sorti le mois dernier. Et quant à moi, je file me renseigner sur notre nouveau pays, le Honduras. À très bientôt. Ciao! Ciao!